Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir ici à l'invitation de la librairie Oberlin et de la médiathèque protestante pour cette présentation, discussion, pour cette nouvelle édition de la psychanalyse de l'Alsace. Mon nom est Marc Seivert, je suis pasteur de l'UEPAL et je suis chargé de mission auprès du président Christian Albecker. Et Jean-Louis Offet m'a demandé donc ce soir de vous conduire un peu à travers cette soirée. Je suis arrivé moi-même en Alsace en 1976. Je ne suis pas alsacien d'origine, j'ai une lointaine arrière-grand-mère qui vient d'Alsace, mais j'ai grandi dans la région Sarre-Lor-Lux, donc tout près de la frontière luxembourgeoise où habitent mes parents. Lorsque je suis arrivé en Alsace en 1976, mes amis alsaciens, j'étais bilingue, mais je parlais mal l'alsacien, je le comprenais, m'ont dit « Tu fais tes études de théologie à Strasbourg, j'ai fait une partie de mes études ici, eh bien, il faut vraiment que tu te familiarises avec l'Alsace, les Alsaciens, cette région. » Et je me suis précipité, bien discipliné que j'étais, de m'inscrire à l'Institut des études alsaciennes auprès du professeur Madsen, Raymond Madsen, qui était mon professeur à l'époque et qui est devenu ensuite mon ami. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a envoyé acheter ce livre. Voilà, il m'a envoyé acheter ce livre, enfin, il nous a envoyé acheter ce livre à l'époque, ses étudiants, et nous avons eu l'occasion de le lire et de l'étudier. C'était en 1976, la première édition donc, du livre de Frédéric Offet, apparu en 1951. Donc ça faisait déjà un petit bout de temps. Et ce que je vais vous dire maintenant en guise d'introduction, c'est ce qui m'avait frappé déjà à l'époque. Je viens d'une famille vraiment de double culture. Comme je dis, je n'ai pas grandi en Alsace, j'ai grandi de manière très décomplexée par rapport à l'Allemagne et la France, etc. Donc mais en lisant ce livre, à l'époque, j'avais compris une chose. C'était que Frédéric Offet, en 1951, il a pris le risque, un risque qui en Alsace n'est pas des moindres, c'est-à-dire le risque de s'attaquer et d'oser dire la vérité. La vérité sur l'Alsace, la vérité sur les Alsaciens, la vérité aussi sur celles et ceux qui les fréquentent et qui les entourent, les Allemands d'un côté, les Français, d'ailleurs lui toujours, il en parle au début, il explique d'ailleurs pourquoi il dit toujours les Français, parce qu'il n'a pas toujours envie de dire les gens de l'autre côté des Vosges, donc il dit les Français, il les appelle les Français. Voilà. Et donc la vérité sur tous ceux qui croient aussi connaître les Alsaciens, ce peuple, puisqu'il parle aussi, Frédéric Offet, de peuple, et qui croient les connaître, mais qui les connaissent pourtant si mal. Des propos qui forcément ne pouvaient que déranger en 1951, 6 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans une terre où, il le dit à plusieurs reprises, régnait, alors je dis régnait, on y reviendra tout à l'heure, où était roi le refoulement, la peur devant la vérité, où étaient maîtres les tabous, on s'en était érigé toute une série. Et lorsque Frédéric Offet, en plus, parle de l'Alsacien comme un enfant adoptif de la France, vous pensez bien que c'était pas facile à dire à l'époque. Très vite, il va développer ce qui est le cœur de son ouvrage et qui n'a pas changé, puisqu'il n'y a pas eu de retouche, donc dans cet ouvrage, il y a juste quelques annexes de choses qui ont changé. Il va développer ce dualisme alsacien, cette complexité d'un côté qu'est l'Alsace et cette vision de l'uniformité qu'est la France, et qui sont finalement deux manières de concevoir la vie complètement différentes. D'une part, une situation extrêmement complexe, et de l'autre côté, une certaine uniformité ou un vouloir de simplifier. Mais cela est aussi vrai pour la Prusse, l'Allemagne d'un côté, puisque, comme il le dit, finalement, le schéma le plus simple consistait à dire qu'avant
1648, avant le rattachement à la France, que lui appelle d'ailleurs annexion. Et il est très... Alors, ou bien on parle d'annexion, de toute façon, pour 1648 et 1870, pour les deux, ou bien on ne parle jamais d'annexion, dans le fait de ne pas parler d'annexion, puisqu'il s'agit toujours de cession après traité, dans les deux cas, même si ces traités nous ont été imposés à nous. Et donc, lorsqu'il dit, la complexité, c'est déjà que pour les uns, pour les Français, finalement, tout ce qu'il y avait avant 1648, ce n'est pas important. Et dès qu'il y a un ouvrage qui sort en France, eh bien, tous ces siècles avant 1648, ça se limite finalement à quelques pages. Hein, même le grand Royce, il 100 pages pour tout ce qui est avant. Et donc, la France considère que finalement, ce qui est important, c'est ce qui vient après. Hein. Et pour l'Allemagne, c'est l'inverse. On va développer tout ce qui se passe avant, et puis après, on considère que finalement, ce qui vient après cette période, ou la période vraiment française, c'est-à-dire après la Révolution, c'est un petit vernis qu'on aurait pu gratter facilement. Alors, vous pensez bien que ni l'un ni l'autre n'est vrai, et c'est ce qu'il s'est permis de dire. Le courage de dire la vérité, et il n'a pas peur, Frédéric Offet, dès le début, qu'il se fasse des ennemis. D'ailleurs, il dit aussi que ce qu'il dit est contestable. Et dès le début, donc, il dit clairement « Je mettrai l'Alsace à nu, j'en montrerai tous les détours, tous les mystères, je n'aurai d'égard pour personne, à commencer par moi-même, qui serai la première victime de ma sincérité. J'aime détruire les mythes. On me reprochera naturellement de nombreuses contradictions. Qui puis-je ? Ce sont celles de l'Alsace. » Alors Jean-Louis, c'était qui ce bonhomme finalement Tu peux nous en dire un peu plus hein, je pense que tu peux. Et donc, qui était vraiment Frédéric Offet pour pouvoir, à l'époque, en 1951, écrire quelque chose qui, aujourd'hui, est toujours dans l'analyse pertinent, même si le monde a beaucoup changé, mais on y viendra tout à l'heure. Merci. D'abord, je suis gêné parce que quand j'ai rencontré Marc il y a quelques jours, je dois dire que je me suis rendu compte qu'il en connaissait plus que moi du livre. Il connaissait des détails de certaines pages, c'était absolument extraordinaire, plus que moi. Alors, il me demande de parler de la vie de mon père, ça, évidemment, j'en sais un peu plus que toi. J'espère. Voilà. Alors, papa est né allemand, et ce qui probablement explique le mieux le livre, c'est son histoire familiale. Il est né allemand en 1906, comme tout Alsacien, et il avait un père mulhousien et il avait une maman suisse. C'est déjà tout un programme. Et il n'est pas né en Alsace, il est né à Courcelles-Chaussy, à quelques 20 kilomètres de Metz. Et je dirais que ce mélange, dès le départ, montre que ce n'était pas le Strasbourgeois d'une famille qui avait épousé un Strasbourgeois, une Strasbourgeoise, et qui était resté toujours ici. Et il faut savoir une chose intéressante, c'est que en 1917, non, pas en 1917, pardon, en 1916, dès le début de la guerre, la famille Offet a déménagé, a quitté Courcelles-Chaussy et s'est réfugié, on peut dire réfugié, je crois que le terme correspond bien, en Suisse, à Porrentruy. Alors, la mère de papa, ma grand-mère, était suisse. Ça explique évidemment beaucoup de choses, encore qu'elle était suisse alémanique, elle n'était pas suisse francophone, mais ils sont allés à Porrentruy, et avec mon épouse, qui est là-bas derrière, nous sommes allés à Porrentruy il y a encore peu de temps, et on a retrouvé les traces de mon grand-père, qui était pasteur à Porrentruy pendant 4 ans. C'est pour vous dire que la Lorraine,
Mulhouse pour la famille Hoffet, la Lorraine pour l'installation comme pasteur, la Suisse pour se réfugier, pour ensuite revenir en Alsace, c'est déjà tout un programme. Et je pense que ça explique beaucoup de choses de ce livre qu'il a pu écrire et où il a été dit tout à l'heure par Marc que c'est plus une réflexion sur la mentalité alsacienne qu'un raisonnement systématique. Sur la mentalité alsacienne et sur l'histoire qui est celle d'une famille alsacienne avec un certain nombre de caractéristiques. J'ajoute une chose amusante dont il parle dans le livre, qui est que quand il avait, dès sa naissance, mais surtout quand il avait 3, 4, 5, 7 ans, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, venait à la maison. Il avait son château à la main. Venait où? Au presbytère de Courcelles-Chaussy. Courcelles-Chaussy, il y avait un château de l'empereur et il y avait surtout un pensionnat où venaient des Allemandes, un pensionnat de femmes, de jeunes filles, pardon, où venaient des Allemandes, notamment apprendre le français. Et comme papa a été toute sa vie, c'est un des aspects fondamentaux que l'on ne connaît pas en lisant simplement Psychanalyse de l'Alsace, a été toute sa vie écrivain et romancier, j'y viendrai tout à l'heure, il a écrit des romans, je me suis dit, mais attends, il passe son temps à nous dire que Guillaume II est venu à la maison. Je vais quand même vérifier. Et j'ai eu le maire de Courcelles-Chaussy il y a 2 ans, à peu près, et je lui ai dit, écoutez, dites-moi si Guillaume II venait effectivement à Courcelles-Chaussy. Et il m'a dit, vous ne croyez pas si bien dire, il est venu 17 fois à Courcelles-Chaussy, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup plus souvent qu'au Königsbourg. Et il venait notamment chasser. Et chaque fois qu'il venait à Courcelles-Chaussy, il présentait ses respects à monsieur le pasteur et il sonnait au presbytère et il était reçu par un couple, certes alsacien, mais aussi suisse. Et il y a des remarques sur la façon dont ma grand-mère suisse réagissait par rapport à l'empereur. Et il y a à Courcelles-Chaussy, si vous y allez, je ne sais pas si tu y as déjà été, il y a dans l'église une stalle, Guillaume II, où il était quand il venait à Courcelles-Chaussy. Église remarquable, vraiment à voir. Église tout à fait intéressante. Ensuite, après la guerre, après Porrentruy, papa a été amené à faire la théologie. Et je dois dire qu'il n'avait pas prévu faire la théologie, je peux vous dire. Mais il était d'une famille de 3 enfants, il y avait une sœur, il n'était pas question qu'elle fasse la théologie, il y avait un frère qui était géologue et qui était scientifique et qui était, semble-t-il, un géologue de très très haut niveau. Et le père, donc mon grand-père, a dit « il n'y a pas le choix, dans notre famille, il n'y a eu des pasteurs à 10 générations en arrière, tu n'as pas le choix, tu fais la théologie. » Et donc, il a fait la théologie à Strasbourg et il a fait la théologie 1 an à New York University. Ça l'a marqué pour la vie, d'ailleurs, les États-Unis l'ont marqué pour la vie, son année aux États-Unis. Et à Strasbourg, il a rencontré ma maman, qui était en train de faire la théologie, qui a fait la théologie, qui est devenu pasteur, et il a rencontré aussi Albert Schweitzer. Et Albert Schweitzer a marqué sa vie, il en parle plusieurs fois dans le livre, et a marqué notre vie, puisqu'il a baptisé ma sœur,
et que, un an avant sa mort, je suis allé voir Albert Schweitzer à Lambaréné, et je me rappellerai toujours de cette rencontre où il m'a parlé de papa écrivain. Je vous passe les détails. Et ce qui est intéressant, il ne voulait pas de faire de la théologie, mais il est devenu pasteur. Et il est devenu pasteur à Altkirch, pour commencer, entre 1930 et 1940. Et mes parents ont décidé de ne pas rester en Alsace. Ils ne voulaient pas, ni maman ni papa ne voulaient pas redevenir allemands. Et ils ont quitté l'Alsace, ils sont partis en zone libre, on appelle ça zone libre, c'est un peu bizarre, mais enfin, ils ont quitté et ils se sont installés dans le sud de la France. Et papa, là, a décidé, cette fois-ci, je quitte le pastorat et je vais faire ce que j'avais envie de faire dès le début. Je veux devenir juriste et je veux devenir avocat. Et il a fait ses études de droit à Clermont-Ferrand, où il y avait l'université de Strasbourg repliée sur Clermont-Ferrand. C'est là d'ailleurs qu'il a rencontré Marcel Rudloff, qui faisait ses études de droit en même temps que lui. Il était beaucoup plus jeune, Marcel Rudloff, mais c'est normal, puisque papa avait déjà fait sa formation. Et ils se sont retrouvés, et ça restera un souvenir dans ma vie. Marcel Rudloff a été le dernier à le voir à l'hôpital sur son lit de mort. Ils sont restés amis et très grands amis pour la vie. Papa est devenu avocat. Il a continué à écrire. Je vais revenir tout de suite sur tout ce qu'il a écrit. Et il est devenu avocat connu, avocat exclusivement d'ailleurs, enfin pas totalement exclusivement, mais presque exclusivement de pénal et puis de divorce. Et Rudloff a dit, quand il était avocat, de fait, il était pasteur. Il allait voir ses clients à la prison, rue du Fil, et il s'occupait des divorces. Je termine juste sur son histoire. Il est mort relativement jeune, après avoir été avocat jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort à 62 ans et il a été fondamentalement un écrivain parce qu'il n'a pas écrit que Psychanalyse de l'Alsace. Il a écrit à Altkirch 2 romans, La damnation de Georges Bruckner. Il a écrit Les possédés du Saint-Esprit. On voit bien à la fois le pasteur et l'écrivain. Il était très sensible, ça se retrouve très indirectement dans le livre, il était très sensible aux évangéliques. À la fois, il ne pouvait pas suivre, et en même temps, il était sensible, pendant que ma maman, ils discutaient théologie entre eux, je l'ai assez connue, et était barthienne et anti-évangélique à fond. Anti-libéral. Et papa était schweitzérien et libéral et évangélique. Il tournait là autour. Il a écrit des romans et puis, après, il a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « L'impérialisme protestant », qui est sorti en 1949, si je ne me trompe, enfin juste avant Psychanalyse de l'Alsace, qui est une sorte de vulgarisation des idées de sociologie de Max Weber sur qu'est-ce que c'est un pays protestant, qu'est-ce que c'est un pays catholique, essentiellement axé sur protestants, catholiques. Son séjour aux États-Unis, en particulier, l'avait beaucoup marqué à ce point de vue. Ensuite, il écrit Psychanalyse de l'Alsace, avec un succès considérable et des débats pas possibles. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait ceux qui étaient violemment opposés, on va y venir, ceux qui, au contraire, disaient c'est très intéressant.
Beaucoup voulaient que le livre, c'est très intéressant, beaucoup voulaient que le livre soit traduit en allemand. Et papa a dit, je ne veux pas qu'il soit traduit en allemand parce que ce serait utilisé par les Allemands pour justifier, vous voyez, on l'a toujours dit, l'Alsace est allemande. Il a dit que dans le contexte de 1951, il ne voulait pas que le livre soit traduit en allemand parce qu'il a eu une quantité de propositions d'éditeurs pour que ce soit traduit en allemand et il a toujours refusé. Ensuite, il a écrit Psychanalyse de Paris, qui a créé un certain scandale, je n'entrerai pas dans les détails. Mais qui était un succès. Qui était un succès commercial, oui, un succès commercial très important. Ça s'est vendu à 30 000 exemplaires. Grasset y a retrouvé ses affaires. Je dis ça à Madame Renaud, qui est là, des éditions de La Nuée Bleue. Psychanalyse de Paris, qui a connu un grand succès, qui à la fois critique le côté hyper centralisateur de la France, thème que l'on retrouve dans Psychanalyse de l'Alsace, mais aussi description de Paris, ville où le charme et le côté féminin dominent sur l'homme et la virilité. Par certains côtés, je dois dire qu'on peut discuter aujourd'hui de l'actualité du bouquin. Mais c'était très violent et ça a été très contesté. Voilà. Et je crois avoir fait un peu le tour, mais pour montrer que papa n'était pas juste l'écrivain de Psychanalyse de l'Alsace, mais qu'il était vraiment écrivain, fondamentalement, tous les jours, à partir de 5h30 du matin, papa écrivait dans son bureau jusque vers 8h30, 9h. Et il se couchait à 9h. Je veux dire par là qu'il était fondamentalement un écrivain et que c'était ça sa vie. Et que le reste, c'était, je dirais, un peu un gagne-pain. Voilà. Alors, tu as évoqué tout à l'heure, avant qu'on revienne sur le thème même de la psychanalyse, pourquoi une psychanalyse de l'Alsace, ce sera la prochaine question. Je voudrais quand même juste faire une petite remarque par rapport à ce que tu as dit, que tes parents donc, ont quitté l'Alsace aussi lors de la Deuxième Guerre mondiale, et dire quand même que dans son approche de toute cette ambivalence alsacienne, il a fait preuve aussi de, même s'il peut avoir parfois des propos très durs pour les Alsaciens, pour les Allemands, pour les Français, il écrit quelque chose de très touchant et qui, bien sûr, à l'époque a dû choquer aussi en 1951 lorsqu'il parle de ce qui s'est passé pendant la guerre. Il en parle très peu finalement, il en parle très peu, mais il écrit quand même à un moment donné pour les victimes d'une erreur fatale. L'exemple le plus tragique est peut-être celui de ces jeunes gens qui, en 1940, se jetèrent corps et âme dans les bras du national-socialisme. On est dans une époque, en 1951, où on ignore tout ça, on ne préfère pas en parler. Donc, s'engagent dans des formations hitlériennes les plus fanatiques telles que les SA et même les SS, on les condamna comme des traîtres. Rien n'est cependant plus faux que cette qualification infamante. Il n'y a pas de traîtres en Alsace. Il n'y a que des malheureux qui choisissent mal dans les circonstances du moment. Toute trahison suppose une infidélité à soi-même. Mais qu'est-ce que ce soi-même pour être double que sont les Alsaciens? Ce n'est qu'en vertu de nécessités politiques sans doute impérieuses et justifiées d'un point de vue national, mais purement contingentes et sans fondement psychologique, que l'on peut taxer d'infamie les Alsaciens qui ont décidé dans un sens plutôt que dans un autre. Il fallait l'écrire. Il fallait l'écrire. Ça montre combien il allait loin. Alors là, il parle d'un cas particulier, comme touchait beaucoup de gens. On parle de psychanalyse de l'Alsace. Qui fait une psychanalyse d'un peuple s'expose à des clichés et forcément à des... On lui a reproché d'ailleurs au moment de l'apparition du livre que la psychanalyse, elle s'adresse avant tout
à des personnes, hein, et qu'on ne saurait opérer une psychanalyse d'un peuple entier, hein, ou d'un groupe, hein, très important, sinon au risque de forcément avoir des clichés, forcément d'avoir une vision qui touche pas assez l'individu. Alors, on reviendra aujourd'hui tout à l'heure, mais pourquoi choisit-il de faire une psychanalyse de l'Alsace et d'employer un tel terme? Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a été, dès le départ, passionné par la psychanalyse. Il a suivi une analyse dans les années 35 à 38, ce qui n'était pas courant. Et il a été passionné par tout ce que et Freud et Jung, d'ailleurs, il y avait un côté plus jungien chez lui que freudien, disait, écrivait, il passait son temps à lire Freud et Jung, c'était quelque chose de très important pour lui. Donc, automatiquement, ça a marqué ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Ensuite, ce côté dont tu as parlé, ce côté double, ce côté à la fois allemand, français, d'une Alsace et d'Alsaciens qui passent de l'un à l'autre, lui a fait penser que la psychologie, en l'occurrence la psychanalyse, pouvait aider à comprendre les Alsaciens et pouvait aider à comprendre mieux ce peuple. Et je pense que la meilleure, les quelques phrases marquantes, ou plutôt les quelques expressions marquantes qui sont très intéressantes à ce point de vue, c'est le thème de l'enfant adoptif. Ouais, j'allais y venir. L'enfant adoptif, le thème de papa, c'est de dire que l'Alsacien est un enfant adoptif, français, mais enfant adoptif, qui est constamment en train de penser à ses racines, à son histoire, et en même temps qui exprime par des moyens, par des modes parfois excessifs, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, son amour pour ceux qui l'ont adopté. Et cette idée de l'enfant adoptif est extrêmement intéressante. Et il montre bien la différence avec d'autres régions françaises, la Bretagne, ou européenne. Région française ou européenne, la Bretagne ou la Corse, parce qu'il y a ici la France et cet arrière-pays, ou ce pays, suivant le moment de l'histoire, qui est l'Allemagne. Et cette idée d'enfant adoptif me paraît tout à fait significatif. L'Alsace est un enfant adopté. Un enfant adoptif connaît des troubles de l'appartenance. Et c'est extrêmement intéressant. Je dirais que c'est un peu un des cœurs du livre et un des cœurs du bouquin. Je ne sais pas si tu voulais lire un passage là-dessus. Sur l'enfant. Pas vraiment, mais sur des conséquences. Sur l'enfant adoptif. C'est très beau cette comparaison, mais en même temps, elle est très très forte et je pense qu'elle devait être aussi difficile en 1951 pour ceux qui avaient finalement considéré que la partie germanique de l'alsacien n'était finalement qu'un accident de l'histoire et de deux conflits mondiaux. Et alors que lui dit, d'ailleurs il le dit très fort, hein, il le dit par son tempérament, par le fond de son affectivité, par la tournure de son intelligence, l'Alsacien appartient à la grande famille germanique. Cependant, la civilisation française a mordu sur lui. Elle a transformé ses instincts et modelé sa sensibilité.
si bien qu'il est aujourd'hui un être double. Il a une affectivité germanique, mais une sensibilité française, une sentimentalité qui fait de lui un romantique de type allemand, mais une faculté de saisir le ridicule plus aiguë encore que celle des Français. Une intelligence dont la structure est germanique, mais un esprit critique qui le change en un parfait citoyen du pays de Voltaire. Un respect presque religieux pour les autorités établies, mais un amour de la liberté qui permet de voir en lui un des plus authentiques enfants de notre Révolution. D'ailleurs, il dit à un moment donné que quand le patriotisme alsacien pour la France, il grandit dans un modèle, dans un moule germanique. Voilà, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que ça paraisse en Allemagne en 1951. Voilà, peut-être, oui, c'était pas... L'Alsacien n'est pas chair de la chair, il n'est pas esprit de l'esprit des nations qui se l'approprient, il n'est pas leur enfant, il n'est jamais que leur enfant adoptif. Il n'est jamais que leur enfant adoptif. Aussi, son amour filial aura-t-il quelque chose de tendu, d'excessif? Ce ne sera point un amour calme, parce que ce ne sera point un amour naturel. Chaque jour, à chaque heure, il lui faudra reconquérir le sentiment de son appartenance. Alors, excusez-moi d'aller peut-être un peu vite, excuse-moi Marc, mais aujourd'hui, on l'entend, ça. Hein? On reviendra aujourd'hui très vite d'ailleurs, parce que je trouve que cette phrase est... Très vite d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, on ne peut pas, en entendant ça, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ne comprennent pas. Hein? D'ailleurs, il le dit à un moment donné. Il commence son livre tout de suite en disant, ben voilà, en France, on ne connaît pas l'Alsace. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être plus dire ça de la même manière, quoique on va y revenir. Mais il dit quand même, à l'époque, il dit, on ne connaît pas l'Alsace, on a d'elle une vision romantique, digne des images d'Épinal, etc. Il dit, l'image française de l'Alsace est fausse parce qu'elle est construite sur une négation, la négation de la dualité alsacienne. Mais c'est précisément ce qui est difficile à comprendre. Mais il dit aussi ne saurait-on en vouloir aux Français de leurs erreurs sur l'Alsace, car l'image qu'ils en ont, ce sont les Alsaciens eux-mêmes qui la leur ont fournie, et ils se trompent si malheureusement ce sont les Alsaciens qui ont commencé par les tromper après s'être trompés eux-mêmes. Alors, vous voyez, voilà. Mais justement, ce livre, écrit en 51 et puis réédité, est certainement aujourd'hui encore une source inépuisable pour comprendre comment l'Alsace fonctionne, hein, comment elle a fonctionné, comment elle a évolué, etc. Même si ce n'est pas un livre d'histoire, il le dit lui-même. Hein, non, c'est pas mais un quand livre même, d'histoire. Et c'est sans doute les gens qui viennent d'ailleurs, c'est intéressant pour eux. Seulement, la question qu'on se pose quand même assez rapidement, c'est aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, comment faire une psychanalyse collective d'une Alsace qui est multi-tout, quoi. Je veux dire, elle n'est pas seulement franco-allemande. Elle est, par ses origines, il y a un apport de population de partout, elle est interreligieuse, tout a bougé. Et on est dans un monde où l'individu prime, où chacun est derrière sa source, son ordinateur, etc., où vraiment on peut encore moins parler de psychanalyse collective qu'à l'époque. Est-ce qu'on peut encore parler de psychanalyse collective de l'Alsace aujourd'hui, vu cette diversité qui existe toujours, mais qui est autre et qui a glissé? En même temps, ce qu'il a dit à l'époque concernant, alors il n'a pas vu venir, mais l'évolution de l'Alsace, ça a été comme très différent de ce qu'il écrit concernant la langue. Il dit la langue ne disparaîtra jamais. La langue pour lui, il parle alsacien, mais ça veut dire aussi l'allemand littéraire, auquel il est très attaché. Oui. Il explique d'ailleurs, bah oui, je ne suis pas allemand, mais je suis attaché à l'allemand littéraire. Et il dit d'ailleurs, tous les grands écrivains alsaciens, à part Albert Schweitzer, ils ne datent pas de la période française, il le dit lui-même. Hein. Et là, il explique Albert que justement... Schweitzer aussi. Hein, et là, il parle de Paris déjà en disant qu'on n'avait aucune chance de toute façon de devenir un grand auteur français si on n'était pas dans le giron de Paris.
Mais c'est quand même dire que c'est ce qu'il dit à l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Le monde a évolué, la manière de vivre, la langue a évolué dans cette Alsace qui n'est plus bilingue comme lui l'explique. Où il dit qu'à l'époque, c'est étonnant. Il dit en 1951, il dit les derniers journaux complètement de langue française ont disparu. À l'époque du Kaiser, il y avait des journaux en langue française. Et là, maintenant, il explique le nombre, l'édition aussi des dernières nouvelles et de l'Alsace à l'époque. Et le nombre d'exemplaires des dernières nouvelles en français à l'époque est insignifiant en 1951. C'est insignifiant. Et lui, il ne voit pas, ça, il n'a pas vu venir. Hein. Il pense que cette culture, il pense que cette double culture continuera, mais qu'elle continuera de manière équilibrée. Hein. Et ça a quand même beaucoup... Oui et non. Je trouve que papa était prophétique sur un point, prophétique dans le sens que ce qu'il dit dans ce livre s'avère vraiment d'aujourd'hui. Quand il dit que, je vous lis juste un passage, une phrase qui me paraît centrale dans le livre, centrale sur le thème général, c'est l'Alsacien est né international. Il ne dit pas l'Alsacien est né double. Il dit l'Alsacien est né international. Je vous lis. L'Alsacien, en effet, représente un type d'homme qu'il n'est peut-être pas exagéré de dire unique dans le monde. Il va fort, mais enfin. Il va fort. Assurément, il existe bien des races mélangées, bien des pays où plusieurs civilisations se rencontrent. Ainsi, tout près de nous, la Suisse et la Belgique. Cependant, dans ces États, deux civilisations coexistent plutôt qu'elles ne se fondent. Un Suisse allemand est culturellement un Allemand, avant d'être un Suisse, et un Suisse roman est culturellement un Français. Le premier apprend le français à l'école comme une langue étrangère. Pour le second, c'est l'allemand qui en est une. Mon épouse, qui est suisse, vous dira ça. Hein. Il n'en est pas ainsi en Alsace, où deux civilisations, deux cultures et davantage encore deux sensibilités ont formé un type unique d'homme. L'Alsacien est né international. Le conflit de deux civilisations n'est pas pour lui un phénomène historique dont il serait en quelque sorte le spectateur. Il se déroule en lui-même, dans son esprit, dans son cœur. Il ne connaît pas seulement l'une et l'autre, il en participe. Et je dois dire, il faut que peut-être que Daniel Hoffel nous dira la date exacte. Le livre est sorti au moment où était créé le Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est en 1950, le Conseil de l'Europe, quelque chose comme ça. 49, oui. Enfin, c'est juste au moment où Strasbourg devient siège du Conseil de l'Europe et où il y avait d'ailleurs un espoir que Strasbourg soit vraiment la capitale européenne. Je me rappelle du discours de Churchill sur la place Kléber. J'y étais comme petit gamin. Mais vraiment, et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas encore très actuel. Et je vais donner un exemple aussi amusant. Vous allez me dire, c'est complètement anecdotique, mais parfois l'anecdotique a un certain sens. J'ai été pendant 2 ans directeur de la section française d'Amnesty International à Paris. En même temps que moi, la CIMAD avait un directeur alsacien, monsieur Marc Braunschweiler. Et le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, avait un directeur qui était Menotti Bottazzi. Alors, le nom vous ferait dire ce n'est pas un Alsacien. Eh bien, si, il était tout à fait alsacien. Il était originaire du bassin potassique, de familles qui étaient venues là probablement 100 ans avant, je ne sais pas, une centaine d'années avant. Et j'ai trouvé significatif ce fait que 3 organismes internationaux et en même temps à Paris 3 directeurs
qui étaient alsaciens. Sans parler, bien sûr, de Albert Schweitzer. Sans parler, bien sûr, de Albert Schweitzer. Et je dois dire que là aussi, la France a de la peine à reconnaître cet homme qui est prix Nobel de la paix. Ça va mieux quand même qu'à son époque. Ça va mieux qu'à son époque. De Frédéric, alors, en fait. Sachez que j'ai quand même été choqué. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est une information à côté de celle-là. Quoique, je suis en train de travailler sur l'idée de faire une statue d'Albert Schweitzer à Strasbourg. Je trouve quand même un peu choquant qu'il y ait une statue de Gandhi. Dieu sait que je n'ai rien contre Gandhi. Et d'ailleurs, Schweitzer n'avait rien contre Gandhi puisqu'il correspondait régulièrement, il a correspondu régulièrement avec Gandhi, mais qu'il n'y ait pas de statue d'Albert Schweitzer à Strasbourg, c'est quand même incroyable. Et Schweitzer, moi j'étais aux États-Unis, j'y ai passé 1 an, est ultra connu aux États-Unis, ultra connu au Japon, pour des tas de raisons, parce qu'il s'était notamment battu sur le problème nucléaire. Mais c'est extraordinaire que cet homme alsacien, à la fois germanique, à la fois francophone, né allemand, mais devenu français, qui a eu des problèmes avec les Français quand il a voulu revenir du Gabon. C'est vraiment toute l'histoire de l'Alsace résumée là-dedans. Pardon ? C'est l'histoire typique de l'Alsace. Oui, c'est l'histoire typique, mais il en parle largement. Hein. Et je dirais que cette idée de l'Alsacien né international est extrêmement intéressante. L'horizon de l'Alsacien dépasse celui des 2 nations dont il est l'héritier. Il a une ouverture d'esprit qui lui permet de pénétrer les civilisations les plus variées. Il a le sens inné de l'étranger. Mais c'est précisément parce qu'il reconnaît s'il arrive à reconnaître sa dualité, parce qu'il dit à un moment donné, on s'interdit de comprendre son âme si on refuse à admettre sa dualité essentielle, en parlant d'Alsacien. Et c'est parce que l'Alsacien, finalement, s'il arrive à reconnaître ça, il peut que forcément avoir cette ouverture internationale, cette ouverture aux autres. Mais je voudrais quand même revenir sur justement sur aujourd'hui et sur un certain nombre de faits qu'il cite à l'époque et qui peut-être ont évolué, mais ça c'est pas grave du tout. Hein. Aussi la question, bon après on va pas revenir sur la langue, on pourrait beaucoup discuter parce qu'il en parle quand même pas mal également. Mais ce qui me semble important quand même, c'est qu'aujourd'hui notre jeunesse, hein, je veux dire que ça c'est très beau, mais ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, de Reykjavik jusqu'à Athènes, les jeunes portent les mêmes jeans. Et à midi, au lieu de faire de la bonne cuisine, je ne sais pas, d'Islande ou de Grèce, on met rapidement une pizza dans le micro-ondes. C'est ça aujourd'hui. Hein. Je veux dire, donc dans quelle mesure, alors que les frontières sont tombées, on est même, quand il écrit en 51, on est avant le drame de la division de l'Europe. Hein. Ça a commencé déjà avec les influences, les zones d'occupation, etc. Mais quand même, aujourd'hui, nos jeunes sont décomplexés. Les jeunes français adorent Berlin. Ils n'ont plus du tout la même... on fonctionne de toute autre manière, quoi. Alors, Oui, mais, cher ami, en même temps... Voilà, en même temps... J'attendais ça. C'est pas pour ça que je te pose la question. Il y a un besoin d'identité. Voilà. Ben, c'est ce que je voulais entendre. Extraordinairement marqué et marquant. Pas seulement en Alsace, je veux dire, je ne vais pas parler de la Catalogne ou de l'Écosse ou que sais-je, mais face à cette mondialisation, il y a un besoin d'identité qui fait effectivement, à mon avis, je vais vous dire, je dis ça à Mathilde Renaud, que Psychanalyse de l'Alsace, la nouvelle édition, va bien se vendre, parce qu'il y a ce besoin d'identité alsacienne. Alors, pas vrai, Mathilde ? Mais alors, justement,
c'est ce que je voulais que tu dises. Mais on en avait discuté. La question, c'est entre la recherche de l'identité, hein, et quand même qu'on ne peut que saluer, hein, la recherche d'une identité. Il faut encore voir laquelle. Qu'est-ce que c'est que l'identité alsacienne? Quand on voit là je dis maintenant des jeunes femmes, mais ça pourrait être des messieurs, des jeunes femmes du sud de l'Alsace qui ont manifesté pour la grande région, habillées dans des costumes du Korsberg, hein, dans le sud de l'Alsace. Donc on se rend compte que où est-ce qu'elle est l'identité? Je veux dire qu'il y a comme beaucoup de choses qu'on ne sait plus. Mais la question, oui, c'est la réalité, n'empêche. Mais l'identité, au risque de l'identitarisme, du populisme, du repli. En quoi, finalement, Frédéric Offet peut nous aider à ne pas tomber dans ce piège? À ne pas tomber dans le piège. Alors, pour défendre une identité, et Dieu sait que je serai le premier à la défendre aussi, et défendre notre culture aussi, notre ouverture, notre culture européenne, notre ouverture à l'Europe et à l'autre, et à l'altérité et à la différence. En quoi ce livre peut nous aider dans une Europe qui quand même se radicalise, qui glisse de plus en plus vers le nationalisme, un peu partout. Alors en quoi un tel livre peut nous être utile justement au lendemain d'un des plus grands drames nationaliste qui a existé au XXe siècle? J'ai envie de laisser la parole, mais je dirais que la réponse de dire l'Alsacien est né international est typiquement une réponse à l'identitarisme. On est né international, on est fait pour s'intéresser à un côté du Rhin, à l'autre côté du Rhin, mais pas seulement à un côté du Rhin et à l'autre côté du Rhin, mais on est fait pour s'intéresser au monde entier. Alors commençons par l'Europe. Hein, c'est bien pour ça que la place de Strasbourg dans l'Europe est essentielle, et que Strasbourg, capitale européenne, me paraît quelque chose de fondamental, et j'espère que nos politiques, que ce soit l'actuel chef d'État ou ceux à venir, seront là pour défendre envers et contre tout Strasbourg, capitale de l'Europe. Parce que je crois que c'est vraiment notre vocation. Et j'ai presque envie de dire, c'est ça notre identité. Européenne et internationale. Oui, exactement. D'ailleurs, toujours quand nous, en famille, on va quelque part, mon épouse et moi, et qu'on se présente et on dit d'où on vient. Mon épouse, c'est facile, elle dit voilà, je suis de Wörth, mes ancêtres sont venus de Suisse, etc. Voilà, c'est fait en 10 secondes. Et quand moi je commence à me dépatouiller et on dit bah oui, les Eivert, ils viennent de la Steiermark, les autres, ils viennent de là, je commence à dire, etc. Mon épouse, elle me coupe et elle fait lui, il est européen international. Ouais, mais c'est vrai que oui. Mais le problème, c'est que justement, c'est la vigilance qu'il faut peut-être avoir. Hein. C'est que dans cette Europe, il y a quand même ce danger pas seulement en Europe d'ailleurs, hein. On ne faudrait pas se limiter à l'Europe. Il y a ce danger d'un certain repli identitaire, et tout en défendant un héritage, une culture, etc., tout faire pour ne pas tomber dans ce travers. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là aussi, on a envie de vous donner la parole. Hein. Bien sûr, ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais je suis sûr qu'une grande partie des gens qui sont ici ont lu. Oui, alors j'ajoute juste une chose. Papa était un vrai écrivain, c'est très facile à lire. Oui. Hein? Ah ouais, ça se lit comme ce qu'on a peut-être développé là donne l'impression que c'est des idées complexes. Ah non, pas du tout. C'est très bien écrit. Papa était un vrai écrivain. C'est vraiment très bien écrit. Et c'est très facile à lire. Voilà, je l'ai relu très très vite. Et on le lit. Je ne l'avais pas lu pendant 30 ans et je me suis nouveau délecté. Très vite. Et s'il y a des livres à signer, si vous souhaitez, alors vous savez que c'est très drôle parce que parfois il y a des gens qui disent votre livre est très bon. Alors j'ai envie de dire oui, tout à fait, il est excellent. Je me rappellerai toujours le président de la commission culture du conseil régional. On était au restaurant, il me dit je te présente la nouvelle femme recteur. Alors c'est monsieur Mangin, et Mangin dit ça c'est Jean-Louis Offet.
qui a été conseiller régional pendant un certain temps. Et la femme recteur dit, au fait, ah, votre livre, Psychanalyse de l'Alsace, est excellent. Merci beaucoup. Bon, on a laissé tomber.